Salut, on se connaît pas et probablement qu'on se croisera jamais. En fait, ça n'a pas d'importance. Par contre, il y a des gens à qui tu tiens et ça t'inquiète qui doutent et hésitent à se faire vacciner contre la COVID-19. Même chose pour leurs enfants. On a tous nos raisons, mais en prenant le temps de les écouter, on peut mieux les rassurer et les accompagner. Et ça, c'est important. Comprendre l'autre, c'est d'abord l'écouter. Des questions sur les vaccins? Visitez québec.ca/parlons vaccins. Un message du gouvernement du Québec. Pour la saison des feuilles mortes, Vidéotron a une offre à tomber à terre. Les appareils TCL 20S et TCL 20 Pro 5G vous sont offerts à partir de seulement 8 $ par mois, avec certains forfaits de 24 mois. 8 $ par mois. Profitez-en avant que l'offre parte au vent. Des conditions s'appliquent. Vidéotron. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, content de te parler. Je sais que tu veux revenir sur ce sempiternel débat concernant le racisme systémique, mais d'abord et avant tout, on sait que tu vis en France maintenant. Bernard Tapie qui est mort, ancien ministre, homme d'affaires, controversé, quelqu'un qui a eu plein de problèmes avec la justice. Que représente Tapie pour les Français? Alors, c'est particulier que tu poses cette question-là. Dimanche matin, nous devions recevoir au grand rendez-vous avec Sonia Mabrouk Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la présidentielle, et 20 minutes avant le début de l'émission, Tapie meurt. Donc, reprogrammation. Et là, on va consacrer l'émission à Tapie. Et ce qui est assez fascinant, ce qui me frappe, c'est que le type était controversé, pour reprendre. Et dans son cas, c'était vrai. C'est-à-dire, il y avait eu des problèmes avec la justice, il y avait eu des problèmes, il y avait des positions politiques un peu hasardeuses, pour ne pas dire quelquefois calamiteuses. C'est un homme d'affaires qui était assez brutal et qui en même temps était marqué à gauche. Mais ce que les Français retenaient de lui, c'est que c'était une espèce d'homme qui toujours ressuscitait. Une espèce d'homme, il incarnait le panache français en quelque sorte. Un succès américain à la France, hein, un succès à l'américaine en France. Un homme qui refusait tous les interdits, un homme qui transgressait les interdits autant qu'il le pouvait et qui avait toujours cette idée qu'il était possible, en fait, la France est une société très codée, très normée, très avec des statuts bien identifiés. Et Tapie disait, si vous voulez vraiment, avec le courage, avec l'énergie, avec la force, avec la ruse, vous pouvez vous faire un chemin. Donc, il incarnait une forme de success story à la française, avec des réussites exceptionnelles, des défaites atroces, des zones d'ombre, des parts de lumière. Et j'ai l'impression que c'est l'image qu'il dégageait, à tout le moins depuis son décès hier. C'est l'impression qui revient dans le commentaire public. C'est en fait une énergie, une volonté, une fougue. C'est surtout ça qu'on retient de Bernard Tapie. Oui, exactement. C'est-à-dire, il y a eu des problèmes avec la justice, c'est vrai. Il a dit politiquement des choses un peu étranges. Hein. C'est-à-dire, c'est un immigrationniste forcené. Mais puis il était associé à la gauche mitterrandienne. Puis il idéalisait les banlieues. Mais à travers tout ça, c'est un homme d'une énergie, d'une fougue, d'un courage. Il tombait par terre, c'était astérix, hein. Tout le monde contre lui, puis il réussissait à renaître. Il prenait des entreprises qui étaient à peu près mortes, il les faisait revivre, il réussissait à les vendre, il faisait ses millions, ses milliards peut-être. C'était un esprit qui, de ce point de vue, ne se laissait jamais abattre, même dans son combat contre le cancer. J'ai toujours détesté la formule combat contre le cancer, mais une fois que c'est dit, dans son cas, il y avait quelque chose de vrai. Il a mené une bataille héroïque pour chercher à repousser le plus possible l'échéance, la fatale échéance. Et jusqu'au dernier moment, il aurait été le type, quoi qu'on en pense, aurait été assez admirable de ce point de vue. C'était aussi, ça, c'était très français. C'est un homme qui voulait casser tous les codes, qui voulait rompre avec l'establishment, mais qui au même moment espérait que l'establishment lui envoie un petit clin d'œil en lui disant qu'il l'aime. Donc c'était à la fois amour et rejet de l'establishment. C'est un trait qu'il partageait étrangement avec son grand ennemi politique, Jean-Marie Le Pen. Donc, il était connu pour un débat assez brutal avec Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est celui qui rejette tout l'establishment et qui au même moment espérait se faire coopter par elle. Bernard Tapie, qui avait pas du tout les mêmes idées que Jean-Marie Le Pen, partageait ce trait de caractère avec lui. Et tu sais, la fameuse expression anglophone from rags to riches, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que fait. Là. Il vient d'un milieu très, très modeste, Tapie, et il est allé dans les stratosphères. Et c'est très rare en France, parce qu'en France, c'est très codé, comme tu le dis. Là. Tu viens
au monde dans telle famille, tu vas à telle école, tu rencontres tel genre de personnes, les appartements à Paris se transmettent de père en fils et de mère en fille, etc. Donc, quelqu'un qui traverse comme ça toutes les classes sociales de façon fulgurante, c'est assez particulier. On voit ça chez les Américains. C'est drôle que tu dises ça. Il y a un bon livre qui est paru récemment de Sébastien Le Foll, Reste à ta place, et qui est une étude du mépris en France. Donc, le mépris dans la société française. Et Le Foll, a notamment interviewé Tapi. Et il s'est intéressé au parcours de ceux qui, en France, ne respectent pas le chemin attendu de la réussite sociale codifiée et qui parviennent néanmoins au sommet d'une manière ou de l'autre, mais par un chemin tout à fait inattendu. Et c'est une société où l'ascenseur social est assez codifié même. C'est la méritocratie républicaine, c'est des écoles, ainsi de suite. Il n'y a pas la flexibilité nord-américaine. Or, Tapi, de ce point de vue, il y avait une forme de flexibilité nord-américaine dans son parcours qui détonne dans la société française. Il y avait un bagou comme moi, j'étais pas un fan, hein, mais il faut savoir reconnaître les vertus d'un homme malgré nos désaccords. Il y avait un bagou, il y avait un charisme, il y avait une capacité d'entraîner. En même temps, il était détesté par d'autres, mais je note que même ceux qui étaient le plus en désaccord idéologiquement avec lui ont senti le besoin de souligner sa mort de belle manière en disant c'était un combattant, c'était un battant, c'est pas quelqu'un qui se laissait abattre. Oui, tout à fait. J'ai vu les hommages dans les journaux de droite comme de gauche où les gens, c'est surtout sa fougue. Et d'ailleurs, il a été politicien, on le sait, il a été ministre, il a été homme d'affaires, il s'est occupé bien sûr d'une équipe de soccer et il a été comédien dans un film de Claude Lelouch, hein? Claude Lelouch qui avait donné un rôle. Autrement dit, il voulait réussir dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, moi, globalement, moi, dans la vie, je fais pour réussir quoi? Dans la vie intellectuelle, pour la politique, je pense pas, mais je pense que je serais pas mauvais. Et puis, l'extension de la vie intellectuelle dans le journalisme qui s'appelle la chronique. À l'extérieur de ça, je suis condamné à mourir dans les 3 prochains jours. Lui, on était devant une espèce de tout autre type de rapport à la vie. C'était le contraire de l'esprit de spécialisation. Il était capable, il voulait croquer dans tous les domaines de l'existence. C'était pas un esprit spécialisé. Il voulait, autrement dit, c'est la vie d'aventure. Il y a quelque chose de kesselien chez lui. C'est-à-dire, il embrassait la vie il était au-delà du bien et du mal dans son esprit, au-delà de la cruauté, de la tendresse, ou alors il embrassait les deux. Et il y avait cette espèce d'idée qu'il voulait mordre dans tous les domaines de la vie. S'il fallait être chanteur de charme, comédien, chef d'entreprise ou ministre, ou maire de Marseille, ce qu'il aurait voulu être, eh bien, c'était le chemin qu'il était prêt à emprunter. Et il les a empruntés. C'est-à-dire qu'il disait en dernière instance, ma vie, je l'ai réussi. Et ce qui n'était pas faux. Sa vie était un vrai roman. Tu veux revenir sur ce truc-là, sur le racisme systémique. On a vu que la coroner du rapport sur la mort de Joyce Echaquan débute son rapport en disant il y a du racisme systémique au Québec. Et je parlais à Jean-François Lisée un peu plus tôt dans l'émission qui a lu le rapport au complet et qui a dit jamais elle n'en fait la démonstration. Elle dit ça, mais elle ne le prouve pas. C'est un article théologique. C'est-à-dire que désormais, c'est un point de croyance. C'est-à-dire, est-ce que vous adhérez oui ou non à cette théorie? Si oui, vous êtes parmi les élus. Sinon, vous êtes parmi les personnes à rééduquer. Et madame, qui est une Jeanne Kamel, je crois, qui est très militante, hein, qui a été assez fougueuse, pour ne pas dire hargneuse, pendant qu'elle menait son enquête, eh bien, elle décide d'idéologiser son rapport. Et puis là, comme d'habitude, les nigauds et les niais, il y en a quand même quelques-uns qui répètent simplement les slogans entendus, vont dire « même la coroner a dit que... Il y a une comédienne dont je tairai le nom parce qu'à mon avis, la nommer ne se référera. Si je la nomme avec les bêtises qu'elle dit, ce serait l'insulter. Donc, je vais me contenter de dire que c'est une comédienne qui s'agite sur Twitter. Et que là, elle dit « C'est ça, hein, Kamel, c'est la coroner, c'est une woke. » Bon, alors, un instant, là, on est devant quelqu'un qui, manifestement, a décidé d'idéologiser son rapport, et on est censé se coucher devant ça. Non! Le fait d'affirmer cette théorie-là ne la rend pas plus vraie, même si c'est une coroner qui le dit. Je veux dire, comment la démonstration est absente, mais on est en ce moment dans un débat purement idéologique sur ça, et on veut que la société québécoise s'y soumette, on veut que le premier ministre s'y soumette. Des journalistes militants travaillent à temps plein pour qu'ils s'y soumettent. Le travail est odieux, il est militant, il est sans gêne, il est subventionné. Devant cela, me semble-t-il, il est possible, il devrait être possible de refuser cette espèce d'injonction, mais la campagne est intense, elle est d'une intensité telle qu'on a senti vibrer jusqu'ici, pour le dire ici, ainsi. Et je vois qu'ils sont de plus en plus nombreux à se laisser intimider. On devrait peut-être céder finalement, il faudrait peut-être... Parce que tu te rends compte que le prix à payer pour s'opposer à ça, c'est de
passer pour un sans-cœur puis un monstre. Mais oui, mais c'est leur méthode. Regarde, mettons ici un professeur qui sort un peu des clous dans une université. On va l'écœurer, mettre de la pression 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. On va se mobiliser sur les réseaux sociaux, puis on va être content seulement le jour où il va mettre les 2 genoux par terre. Ben, je lisais aujourd'hui dans la presse un chroniqueur qui disait les woke n'ont pas de pouvoir. Hein? Mais de quoi parle-t-il? L'administration universitaire, le pouvoir mon Dieu, dans la radio-télévision fédérale, dans l'université, dans les départements de ressources humaines, la meute numérique qui est capable de faire lyncher, ainsi de suite. Non, mais il faut vivre dans un monde parallèle pour dire que les woke n'ont pas de pouvoir. Je veux dire, ils ont un pouvoir immense. Mais apparemment, on devrait même pas avoir le droit de les nommer. Et les nommer, ce serait le fruit d'un esprit paranoïaque alimenté par la droite réactionnaire. De quoi parle-t-on ici? Je veux dire, si on considère que l'université n'a pas de pouvoir dans nos sociétés, si on considère que les concepts qui vont alimenter la formation des politiques publiques, qui dominent le langage médiatique, qui orientent le choix des grandes politiques gouvernementales, c'est pas de pouvoir, mais de quoi parle-t-on? Mais non, c'est le nouveau, c'est le nouveau discours de cette gang-là, là, en disant, voyons donc, les woke, tout le monde s'énerve. C'est une petite gang d'étudiants, oui, peut-être un peu extrémistes, oui, mais qui n'est pas extrémiste lorsqu'il est jeune et tout ça. Alors que on évacue totalement le côté que ces gens-là, maintenant, ont des postes de direction et ils ont droit de vie ou de mort sur certains projets. Voyons. Bien sûr, et puis ils peuvent condamner à la mort sociale et professionnelle ceux qui sont en désaccord avec eux. Et franchement, je leur disais à ces chroniqueurs qui nous disent que ça n'existe pas. Moi, j'ai l'impression, je pense à certains d'entre eux qui nous disent que ça n'existe pas aujourd'hui. Je les ai déjà entendus expliquer que la querelle autour du N-word, hein, le mot nègre, eh bien, c'était une querelle artificielle, puis ils n'allaient pas se coucher, puis ils n'allaient pas se soumettre. Puis je les vois aujourd'hui expliquer que ça n'existe pas. La meute qui leur a sauté dessus n'existe pas. C'est quand même fascinant comme point de vue, ça. C'est-à-dire qu'ils ont osé une transgression, ils se sont fait rabattre le caquet, ils ont été cassés par la meute numérique, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mais la meute qui m'a agressé n'existe pas. Je sais pas comment ces gens-là fonctionnent. En plus, c'est pas des imbéciles, toujours. C'est à la fin, il y en a qui sont des gars intelligents, ils sont cultivés, ils sont capables de réfléchir, mais manifestement, le pouvoir de la meute a réussi à leur faire dire que la meute n'existe pas. Mais Mathieu, des délicats excès, faut revenir sur terre. Mais tu le dis souvent et régulièrement dans ta chronique ici à l'émission, la base de leur idéologie, c'est la négation du réel. C'est ça. Exactement. La théorie du genre n'existe pas. L'immigration massive n'existe pas. Le mouvement woke n'existe pas. Rien n'existe. Ah, ben au moins c'est clair, finalement. Non, il y a l'extrême droite. L'extrême droite existe. C'est tout. Ah oui, non, mais ça existe. Même quand elle fait genre 0% au Québec, mais non, l'extrême droite, elle est partout. On est devant un mouvement ce qui est terrible, il y a la mouvance woke de base. Il y a ensuite celle qui s'est institutionnalisée dans les ressources humaines, dans l'université, dans les administrations. Puis ensuite, il y a tous ceux qui en privé confessent leur exaspération et qui en public disent le contraire. C'est ça quand même la puissance d'une idéologie dominante, c'est qu'elle force à mentir, elle force à dire le contraire, elle force même à dire que quand on a été agressé, on n'a pas été agressé. Ça, c'est fort. Mais le chroniqueur dont tu parles, c'est-tu Patrick Lagacé? Ah, je me rappelle pas son nom. Mais j'aime pas personnaliser les querelles. Mais donc j'aime même pas son nom. Mais ce qui est certain, c'est on est donc devant une négation de ce qui se passe. Et là, on va nous expliquer que le mot woke veut rien dire. Puis en fait, ça veut dire éveiller. Puis en fait, non, et là, ils font quoi du phénomène des professeurs d'université qui confessaient la semaine passée qu'on apprenait que plusieurs d'entre eux s'autocensurent en permanence. Puis que fait-on de tous les journalistes? Là, je m'excuse de le dire, moi, je suis pas une balance. Hein. Donc, j'aime pas, je dégoterai jamais les noms en public. Mais tous ces gens qui m'ont dit au fil du temps que Mathieu, on est d'accord avec toi sur le racisme systémique et sur l'immigration, mais on peut pas le dire parce que le prix à payer serait trop élevé. Tu m'amènes sur autre chose. Le mouvement woke, là, Mathieu, là, et on va terminer là-dessus, il y a plein de gens qui embarquent là-dedans et qui n'y croient pas, qui ne croient même pas à leur idéologie, tout ça, et qui le font pourquoi? Par opportunisme, parce qu'ils savent que ça va leur permettre d'avoir des jobs dans les médias, à la télévision, à la radio, puis tout ça. Donc, ils sautent dans le train qui est en marche, mais le train lui-même s'en fout un peu. Ben, c'est sûr, c'est plus facile de faire carrière à l'université, à Radio-Canada, dans l'administration fédérale, dans l'administration québécoise, de réussir à faire carrière dans les ressources humaines. C'est plus facile de faire carrière dans les médias si on adopte le discours du racisme systémique, discrimination systémique, il y a de la transphobie partout, il y a des phobies partout, que si on adopte un discours qui ressemble à peu près au tien et au mien. À ça, c'est sûr que c'est plus compliqué professionnellement.
Donc, il y a des gens qui adoptent des idées de leurs intérêts. Je leur en fais pas le reproche, mais j'aimerais quand même qu'ils sachent qu'on n'est pas bluffé. Mais tout à fait. Et moi, si c'était pas de Québécois qui me fait confiance, j'aurais une job nulle part. Nulle part. Je serais barré partout à cause de mes opinions. Quand on me dit, oui, mais t'es partout, t'as pas à te plaindre. Écoutez, c'est à cause d'un employeur. C'est à cause d'une gang et c'est tout. Sinon, je serais barré partout. Le rêve, fondamentalement, c'est que le courant d'en face n'existe plus. Oui. Fondamentalement, c'est quand même ça. C'est un peu triste, en fait. C'est un peu triste. C'est-à-dire que le pluralisme démocratique exigerait la diversité des points de vue, mais aujourd'hui, ce qu'on préfère célébrer, la diversité à l'infini des modes de vie, comme on dit, mais un autre point de vue que le leur semble un discours haineux. Que c'est bien dit. Merci. T'es en super forme malgré tout le travail que tu abats. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Des feuilles mortes, Vidéotron a une offre à tomber à terre. Les appareils TCL 20S et TCL 20 Pro 5G vous sont offerts à partir de seulement 8$ par mois, avec certains forfaits de 24 mois. 8$ par mois. Profitez-en avant que l'offre parte au vent. Des conditions s'appliquent. Vidéotron. C'est merveilleux. On bouge à nouveau, on se rencontre à nouveau, on découvre du pays à nouveau, on se retrouve dans le trafic à nouveau. Attends, quoi? Ne laissez rien vous arrêter. Faites votre retour avec Via Rail. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, tu veux nous parler de la panne de Facebook. Est-ce que ça t'a permis, toi, justement, de dire, finalement, on peut s'en passer? Non, je me suis ni dit ça. Je me suis dit, en fait, c'est plutôt embêtant parce que j'attendais des messages par Facebook et je me suis dit que c'est plutôt utile, mais au même moment, j'ai vu, cela dit, que la panique, au-delà de la panne qui suscite la panique chez plusieurs. Et ça, moi, ça m'a intéressé. C'est ça qui m'a frappé. C'est-à-dire, pour plusieurs, ils avaient l'impression d'être arrachés à leur principale structure de socialisation. Ils avaient l'impression d'être arrachés finalement au monde et à leur monde, à l'endroit à travers lequel ils ont des interactions sociales, des relations sociales vivantes, des relations perpétuellement, en permanence maintenues, en permanence tenues. Et ce qui est assez fascinant à travers tout ça, en fait, c'est que Facebook, Twitter, Instagram et tout le tralala, c'est aujourd'hui en fait la seule structure de socialisation disponible dans une société atomisée comme jamais. C'est-à-dire, finalement, les individus sont condamnés les uns les autres à une existence atomisée, une existence désarticulée, décommunautarisée. Résultat des courses, les réseaux sociaux proposent finalement la seule forme de vie en société disponible. Lorsqu'ils s'effondrent, la panique s'installe. Ah, mon Dieu, mais c'est d'une tristesse. Ah ben oui, mais ça c'est une tristesse, mais notre monde est triste à bien des égards, il faut le dire. C'est-à-dire c'est un monde qui est plein de promesses. Moi, je suis pas de ceux qui maudissent les progrès techniques, les progrès technologiques, les progrès scientifiques. Mais le fait est que quelque chose s'est perdu. De tout simple, c'est-à-dire c'est la possibilité d'une existence réelle, d'une existence avec en chair et en os, dans tous les sens du terme. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit, par exemple, les relations amoureuses se vivent de plus en plus de manière virtuelle, désincarnée. On avait parlé il y a quelques semaines de ce logiciel au Japon qui permet aux gens d'avoir une relation, comme dans le film Her, une forme de relation avec un logiciel qui se substitue aux êtres humains véritables, qui sont moins décevants, qui s'adaptent à nos besoins, qui s'adaptent à nos désirs, qui s'adaptent à notre univers mental et qui prennent la place, finalement, de l'humanité véritable. Le problème arrive évidemment quand on veut rencontrer cette personne en chair et en os, elle est un peu dématérialisée, ce qui est quand même un problème si on veut finalement la toucher. Donc, il y a cette espèce d'existence virtualisée, désincarnée, insaisissable, et qui aujourd'hui nous propose une forme d'illusion d'existence en permanence sous le signe de l'hyperactivité émotive et affective. Le résultat est assez inquiétant et il suffit que les réseaux sociaux tombent en panne pour quelques heures pour que non seulement les honnêtes gens qui se disent c'est quand même utile, se disent ouais c'est embêtant, mais tous ceux qui finalement sont accrochés à l'idée de vivre perpétuellement exposés, puis chaque génération a son réseau social, mais c'est la possibilité de démocratiser le star system, la célébrité, de toujours se montrer, de toujours s'exposer, mais tout ça s'effondre et chacun se sent d'un coup terriblement seul. Et on se contente de peu. Tu sais, c'est rendu maintenant qu'on appelle les gens qui sont abonnés à notre page Facebook des amis. On dit que c'est des amis. Ah ben oui, non, mais
les mots sont falsifiés. Premièrement, un réseau social, c'est un réseau qui désocialise. Ensuite, des amis. Moi, des amis, si je mange pas avec quelqu'un de temps en temps, c'est pas un ami. C'est à peu près réglé comme ça. C'est essentiel. Si on veut pas manger, prendre un verre, prendre un dernier verre, prendre un verre de plus, même un verre de trop de temps en temps, il y a quelque chose qui marche pas. Si on mange pas ensemble 1 ou 2 fois par année, à moins qu'on habite pas sur le même continent, il y a un petit problème. Donc, et dans le même esprit, et là, si c'est une existence où finalement tout est dématérialisé, c'est quand même louche. Et là, je me rappelle, il y a quelques années, ça arrive de temps en temps, hein, il y a des personnages sur Facebook sur Twitter qui sont attrayants. Ils suscitent le désir, l'intérêt. Des gens ont des conversations avec ça. Ils tombent en amour avec l'avatar Facebook. On découvre finalement que cette belle femme de 26 ans qui s'appelait, je sais pas trop, Marguerite, c'est en fait Roger, 64 ans, qui est un pervers louche, qui s'est inventé un avatar et puis qui, par ailleurs, aime jouer avec les émotions des uns et des autres. Non, mais ça, pour moi, c'est quand même un univers du dédoublement. Le propre de l'avatar Facebook, de l'anonymat, c'est que c'est une existence où finalement on ne s'offre jamais tel qu'on est véritablement. On est toujours on va au restaurant, puis apparemment on est toujours dans le plus grand restaurant du monde. On prend des photos de son plat chez Giorgio. Il y a quelque chose de pas normal à travers ça. Mais c'est la perpétuelle mise en scène de soi. Puis Dieu sait, j'ai rien contre le fait qu'on le fasse un peu. On monte une photo avec ses amis, on monte une nouvelle photo de profil, on montre qu'on a perdu du poids. C'est très bien ça, montrer qu'on a perdu du poids. Mais sur le fond des choses, documenter chaque étape de son existence pour une espèce de foule imaginaire qui n'attendrait que les derniers développements de notre personnalité virtuelle, ouf, que Dieu nous garde d'une telle tentation. Et Mathieu, pendant qu'on se parle en direct à CNN, j'ai ça devant moi sur un écran, c'est la fameuse lanceuse d'alerte qui a accordé une entrevue à 60 Minutes qui témoigne devant une commission sénatoriale sur les agissements de Facebook. Et elle nous a rappelé que cette entreprise-là, c'est une entreprise privée. Facebook là, ne pense pas à notre bien-être, ne pense pas aux liens d'amitié que nous pouvons créer, etc. Facebook pense à ses actions, la valeur de son action, et c'est tout. Bien sûr, mais par ailleurs, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir politique aujourd'hui. C'est un pouvoir politique privé. Et moi, c'est ça qui m'obsède. On peut penser ce qu'on veut de Donald Trump, mais qu'on se soit donné le droit de fermer ses comptes. Je pense que c'est sur Twitter et sur Facebook d'ailleurs, en considérant que il y a quand même eu 74 millions d'électeurs avec lui, là, c'est pas un détail. On s'est donné le droit de le censurer, tout comme on a déjà censuré sur Instagram le compte d'Éric Zemmour. On a déjà censuré d'autres comptes ici. Bien que les comptes de dictateurs, eux, sont encore ouverts. C'est intéressant. Ça devient aussi un instrument de contrôle politique. Ça devient un instrument de contrôle politique dans nos sociétés. Quand on regarde quels sont les types de discours apparemment haineux qui sont interdits sur Facebook, lesquels sont permis, ce qu'on constate, c'est que finalement, Facebook, c'est une superpuissance qui se permet désormais, puis les autres réseaux sociaux, de dire ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, qui formate l'opinion bien au-delà des chambres d'écho, qui formate l'opinion autorisée dans nos sociétés. C'est pas un détail. Donc, de ce point de vue, autant les effets désocialisants sont repérables dans la vie intime, dans la vie privée, autant leurs effets on pourrait dire dangereux pour l'esprit démocratique, on le repère dans notre manière de vivre ensemble politiquement aujourd'hui. Et je reviens sur cette entrevue à 60 Minutes de cette femme ex-employée de Facebook. Elle disait, chaque fois que Facebook avait à choisir entre l'intérêt collectif et son intérêt financier, Facebook choisissait l'intérêt financier. Et je me disais, es-tu vraiment surprise de ça? Mais c'est évident, c'est une entreprise. Les Québécois, on a une formule, gadon. Gadon. Mais évidemment, une entreprise privée fait ça. Le propre de l'État, c'est de chercher à construire l'intérêt public, tout en sachant que l'intérêt public est toujours partiel, orienté, limité. Et là, on est devant des entreprises privées, qui par ailleurs se laissent influencer par les idéologies dominantes, qui s'acoquinent avec les idéologies dominantes. Donc là, il faut bien voir dans quel environnement nous évoluons. Puis comme je le dis, c'est que les problèmes sont deux extrêmes de la chaîne. Le problème, c'est le fait que, moi, je sais pas trop, Mario, Linda, Ginette, Marguerite, Julienne, qu'importe, ont besoin à temps plein de montrer leur vie, d'exposer leur vie comme s'ils étaient des stars, et que l'autre, à l'autre extrême, que le pouvoir politique peut essayer de continuer à harnacher, dominer par des superpuissances privées supranationales. C'est quand même un double problème, disons ça comme ça. Donc, on évolue là-dedans. On n'abolira pas les réseaux sociaux. On va pas dire qu'ils n'ont que du mal, loin de là. Ça permet de vivre, ça permet de rester en contact, ça permet de conserver des amitiés de manière inattendue. C'est plein de choses comme ça. Mais si on trouve pas à tout cela une existence, un ancrage dans la vie réelle,
eh bien, on se condamne à une existence non seulement déréalisée, dématérialisée, désincarnée, mais finalement insignifiante et sans saveur. Tout à fait. Et je me pose des questions ces temps-ci, là. Est-ce que je reste sur les médias sociaux ou pas? J'ai réfléchi là-dessus hier. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle avec toutes les insultes que je reçois, tout ça? Et je me disais, c'est pas vrai que je vais me retirer et je vais avoir l'impression d'être un pleutre, de sacrer le camp, de partir puis de le laisser cet espace-là. Non, je vais continuer quand même à parler sur Facebook, même si des fois le prix est cher payé. Oui, absolument. Puis faut jamais accorder aux petits mafieux, aux petites brutes, aux petits lyncheurs le droit de nous dire dans quel endroit on peut être ou non. Ensuite, il faut simplement se discipliner soi-même et ne pas y être trop souvent, c'est-à-dire ne pas être accroché à la dernière publication des uns et des autres. Si on pensait au nombre de livres qu'on n'a pas lus depuis 10-15 ans parce qu'on a passé du temps à regarder le dernier tweet de machin, la dernière photo de machine, on pourrait dire que finalement, il y aurait de la place pour quelques bibliothèques de plus dans nos appartements. Oui, tout à fait. Bon, ça, c'est une question de discipline privée et personnelle. Une fois que c'est dit, oui, c'est le lieu par excellence pour les bandes intimidantes, et il ne faut jamais céder devant ces gens. Et c'est ça. Et les vrais amis, c'est des gens qui, quand t'es dans le besoin, ils vont t'aider. Ils vont personnellement t'aider. Ils vont là, et comme tu dis, c'est des gens avec qui on ment. T'imagines des gens qui n'ont plus de vie sociale parce que, je sais pas, ils sont seuls, ils sont isolés, etc. Et leur seul ancrage avec l'humanité, c'est par les médias sociaux. C'est d'une tristesse. C'est effrayant. Moi, je trouve ça. Les amis, les amis, c'est à la fois là pour quand c'est des moments tristes, mais aussi des moments de fête. C'est génial de rassembler ses amis dans un moment de fête. De rassembler des gens qui se voient pas toujours, et là, tous ensemble, on trinque. Mais c'est formidable comme moment, ça, dans l'existence. Mais quand on ne peut fêter avec personne et pleurer avec personne, ah là là, ça, c'est plus une vie, ça. Et c'est quoi un ami? Hier, j'ai vu une photo. Sophie a dit, regarde comment c'est émouvant. J'ai vu une photo et j'ai vu David Ouellette, qui est un ami commun à toi et à moi, qui se bat courageusement contre un cancer virulent, qui est à Paris et qui mangeait avec sa douce, toi et ta douce, dans un resto. Et je me disais, ça, c'est l'amitié. Ça, c'est une belle photo. Si je peux me permettre, on était au Récamier, un restaurant que j'aime beaucoup. David est arrivé la veille. On a déjeuné, comme on dit ici. C'est-à-dire, on a dîné, on a lunché. C'est l'heure du midi. On s'est rassemblés, on a eu une bonne table, on s'est installé. On a mangé des soufflés. On a mangé, c'était formidable, du saumon fumé. On a pris un verre. C'était formidable. On a discuté du Québec, de la France, de l'Occident, de ce qui va, de ce qui ne va pas, surtout. Et on s'est quitté en se promettant de se revoir mardi soir, c'est-à-dire ce soir, à la Rotonde. Mais bien sûr, donc les amis se retrouvent, et pour peu qu'ils soient sur le même continent au même moment, alors que les circonstances les avaient séparés, ils se retrouvent, prennent un verre et vont en prendre avec grand plaisir, et plus qu'un verre. Et ce qui était très, très, très touchant, cette photo-là, c'est le regard de David. Et tu vois qu'il est tellement content. Il est tellement content. Merci d'être là avec notre ami. Merci de nous parler tous les jours. Bonne journée. On bouge à nouveau, on se rencontre à nouveau, on découvre du pays à nouveau, on se retrouve dans le trafic à nouveau. Attends, quoi? Ne laissez rien vous arrêter. Faites votre retour avec Via Rail. Pour la saison des feuilles mortes, Vidéotron a une offre à tomber à terre. Les appareils TCL 20S et TCL 20 Pro 5G vous sont offerts à partir de seulement 8$ par mois, avec certains forfaits de 24 mois. 8$ par mois. Profitez-en avant que l'offre parte au vent. Des conditions s'appliquent. Vidéotron. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors Mathieu, on sait que tu animes une émission de débat en France. Tu participes aussi à beaucoup d'émissions de débat là-bas. Et là, tu rêves aujourd'hui dans ta chronique qui paraît dans le journal, tu rêves d'une émission, d'une véritable émission de débat ici au Québec. Il y a quand même la Joute où les gens chicanent là, quand même. Là. Et puis la Joute et RDI, l'équivalent de la Joute aussi. Là. Je le mentionne dans le texte. C'est-à-dire, on a des émissions d'analyse politique où il y a des genres de différentes tendances qui s'affrontent. Ça, c'est très bien. La part manquante, je crois, de notre espace public, ce serait, on se souvient de la bande des 6, je crois, si je me trompe pas, qui était, dans les années 80, une émission d'actualité culturelle. Je pense qu'on aurait besoin d'une émission, non pas pour mordre sur l'actualité quotidienne, mais
une hebdo d'une heure, je te dirais en France, il y en a des tonnes, là, mais on va commencer par la base chez nous, où on rassemblerait des gens, et toujours la même bande, j'insiste, pas toujours des gens différents, mais des gens qui représentent différents courants de pensée, qui seraient capables d'aborder des questions pas liées à la politique directement, genre la loi ci, la loi ça, le financement de ci, le financement de ça, mais des enjeux de fond qui traversent notre société, qui sont trop souvent abordés sur le mode du consensus obligatoire, du consensus artificiel, et qu'il nous serait possible d'aborder justement avec une diversité de points de vue, puis pour réapprendre aux Québécois qu'il y a sur toutes les grandes questions de société plusieurs points de vue possibles, qu'il y a dans notre espace public, donc que l'art de la conversation, c'est pas seulement privé, ça doit être au cœur de la cité. C'est pour ça que j'essayais d'imaginer à quoi pourrait ressembler une émission comme ça chez nous, tout en sachant qu'il faut commencer quelque part. Donc, les émissions politiques, on en a, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est la prochaine étape qu'il faudrait faire. Et je pense que de ce point de vue, ça nous ferait du bien aux muscles démocratiques que de le travailler de temps en temps par une émission, finalement, à la française, il faut bien le dire, parce que s'il y a une chose que les Français ont qu'on n'a pas, c'est le sens du débat, de la conversation, ils placent ça au cœur de la vie publique, ils placent ça au cœur de toutes les réflexions. Ils ont compris une chose, en fait, c'est que l'actualité, ou à tout le moins les thèmes de fond, ne se présentent pas à nous sous un seul point de vue, et l'avantage de rassembler des gens de différentes tendances autour d'une table, qui sont capables de se parler sans se détester, parce qu'on est au Québec, ça serait quand même plus cordial que dans une émission française, eh bien, c'est la possibilité de réapprendre à voir le monde à travers différents points de vue, différentes perspectives, différents angles. Mais Mathieu, tu sais que la France a une longue tradition de ça. Là. Tu sais, on peut pas appliquer la grille française au Québec. Puis au Québec, on est une petite société. Et là, quand je dis petit, c'est vraiment par taille. Là. On est une petite société. Tout le monde connaît tout le monde presque. Dans une petite société, les gens n'aiment pas chicaner. Ben, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que j'ai pas proposé qu'on crée 150 émissions d'un coup. Hein. Puis que je prends la peine de dire qu'on est au Québec, donc l'échange, il y a une dimension cordiale. Un des charmes de l'émission de la Joute à laquelle je participe, c'est que globalement, là, ça se passe bien. C'est-à-dire, il y a différents points de vue politiques qui sont présents, différents courants. Il y a les liberals, il y a les conservateurs, il y a les nationalistes, les indépendantistes, il y a la gauche. Puis en dernière instance, on réussit à se parler. Bon, ça c'est bien. Ça, c'est vraiment une dimension très québécoise. Je pense qu'on pourrait reproduire la chose, mais avec des émissions, on aurait plus de temps aussi. J'entends par là que aujourd'hui, 1 ou 2 thèmes ou 3 thèmes. Et là, chacun a le temps de se préparer. Chacun peut véritablement mener son boulot, clairement. Et ça peut faire quelque chose d'assez intéressant. Tu prends toutes les questions, par exemple. Je donnais des exemples dans mon texte. Est-ce que l'école a poussé trop loin l'obsession technologique? Est-ce que les Québécois ont... qu'est-ce que les Québécois ont fait depuis qu'ils ont rompu avec le catholicisme? Est-ce que le néo-féminisme va trop loin aujourd'hui? Est-ce qu'il y a moyen de débattre de ces questions-là? Bon, et là, je donne des exemples. Mais Mathieu, deux exemples. Un, dans le cadre des Francs-Tireurs, on faisait de temps en temps des débats. Et deux, j'ai co-créé, moi, une émission de débat qui a été diffusée à Télé-Québec avec Marie-France Bazot. On l'a créé ensemble, qui s'appelait « Il va y avoir du sport ». Et j'étais co-créateur. Et je te dis, là, chaque fois qu'on appelait des gens pour débattre, ce qu'ils nous disaient, c'est « Moi, j'aime pas la chicane, vraiment pas. Si c'est une discussion, c'est correct. Mais un débat, là, je suis pas sûr que ça me tente. » C'est dit. Et là, on se retrouvait tout le temps avec les mêmes grandes gueules autour de la table, veut pas, parce que les gens aiment pas débattre. Et les femmes, et moi, je me rends compte en regardant ton émission, entre autres, l'émission de débat en France, c'est incroyable comment en France, il y a des femmes d'opinion qui n'ont pas peur de s'exprimer à la télévision. Il n'y a rien de plus dur au Québec que d'essayer de convaincre une femme d'opinion qui écrit, là, puis qui a des opinions, de le dire devant une caméra. Là, soudainement, elles ont peur. Et là, on se retrouve souvent, ça va être des hommes, mais tu sais, c'est pas parce qu'on veut pas avoir de femmes, elles veulent pas. Mais moi, je te dirais, ça, je note ça. On dit souvent, par exemple, tu prends la question des femmes, prenons les intellos. On dit souvent, il n'y a pas d'intellos au Québec. Puis combien de fois je me suis fait dire par des gens qui sont de bonne foi, vous êtes pas mal seul, M. Bocoté, hein, vous êtes pas mal seul avec ces idées-là. Là, je réponds toujours très sincèrement, non, j'ai des tonnes d'amis tout à fait correctement diplômés, donc tu sais, des gens qui ont accumulé des titres de légitimité académique, qui pensent globalement comme moi. Certains sont historiens, d'autres sont démographes, d'autres sont politologues, d'autres sont sociologues, mais on leur donne pas le micro. Ben, je pense que l'avantage d'un truc comme ça, c'est que on pourrait rassembler justement des gens qui sont aptes à la culture du débat, qui ont la culture du débat, mais qui sont pas intégrés dans l'espace public parce qu'ils sont pas déjà connus. C'est le problème, c'est-à-dire, vu qu'ils sont pas déjà connus, on se dit qu'ils sont pas connus, donc on les invitera pas. Et moi, j'ai tendance à me dire que on peut faire connaître
Et c'est pour ça que je donne des noms dans mon papier, des noms des figures plus connues, ton épouse, Sophie, sur des questions culturelles, Emmanuel Latraverse pour animer, qui est très connu sur notre chaîne. Je donne des moins connus, Carl Leblanc, le formidable cinéaste, un documentariste, un écrivain, Patrick Moreau, l'essayiste, Étienne Alexandre Beauregard, c'est quand même formidable, c'est Martin Lemay. Donc il y a des gens qu'on connaît, d'autres moins, mais moi, pour les connaître chacun d'entre eux, je sais une chose. Ils sont tous capables non seulement de discuter, mais de débattre. Mais le nombre de fois où j'ai essayé au franc-tireur de mettre des gens inconnus en ondes, puis une fois qu'ils venaient, je comprenais pourquoi ils étaient inconnus. Je comprends. Ça, t'as raison. Mais de l'autre côté, et j'en suis parfaitement conscient. Mais j'ai souvent dit, les gens modestes ont d'excellentes raisons de l'être souvent. Mais, cela dit, il y a aussi des gens, là, je le dis parce que je les connais. C'est ça que, puis je l'ai dit sans prétention. Moi, il y a toute une collection de jeunes intellectuels que je connais, ils sont brillants. Quand on leur donne le micro, ils s'en emparent, ils sont intelligents, ils ont des réflexions inattendues. Tu sais, ils ont à la fois 22, 23, 25, 26 ans, puis en même temps, ils tranchent avec le politiquement correct, mais ils le font en ayant des préoccupations des gens de leur âge. Il y a des écrivains, il y a vraiment beaucoup de gens qui, je crois, puis au-delà de tous les inconnus légitimement inconnus, il y a beaucoup de gens à qui on pourrait tendre un micro et puis ils pourraient nous étonner. Puis je crois que pour moi, c'est ça. Là-dessus, je parle de ma méthode. J'ai une certaine visibilité dans l'espace public, d'une manière ou de l'autre. J'ai toujours considéré que c'est un de mes devoirs d'essayer de repérer, par exemple, les jeunes intellectuels pour essayer de leur tendre un micro une première fois. Venez-vous-en, on va essayer quelque chose. Je les vois monter, je les vois travailler, ils font leur premier texte. Ou puis quelquefois, je vois qu'ils pourraient écrire, je les incite à écrire. Et puis là, je leur dis, venez à mon émission. Et puis on va faire un entretien sur mon blog. Vous n'êtes pas connus, c'est pas grave, on va vous faire connaître. Puis je pense que c'est le privilège des gens qui ont un peu de notoriété, de visibilité publique. Eh bien, ils doivent faire bon usage de ce privilège pour en faire profiter ceux qui ont du talent, mais qui n'ont pas nécessairement le coup de pouce qu'il faut pour rejoindre l'espace public, alors qu'ils y auraient leur place. Au Québec, on parle beaucoup de diversité sexuelle, diversité raciale, diversité diversité d'opinion, on a de la difficulté avec ça. Oui, bien évidemment, parce qu'on a dans le consensus obligatoire toujours. On était tous catholiques avant 60 de manière un peu... et là, ensuite, on a tous été souverainistes. Bon, ça, c'était pas si mal. Mais bon, ensuite, aujourd'hui, on est tous dans la diversité obligatoire et tout ça. Et moi, je me dis, il y a quand même quelques questions qui mériteraient justement d'être abordées autrement. Je dis même, il faudrait autour de cette table, il nous faudrait un woke parlable. Ils sont durs à trouver, j'en conviens. Mais statistiquement, il doit bien en avoir un. C'est pour ça que je donne à la blague l'exemple de Judith Lucier, que je connais, qui est une fille intelligente. Bon, c'est pas mon univers. Comme je dis, je pense qu'elle habite un monde parallèle, mais elle a toujours conservé un canal de communication avec le nôtre. C'est quand même, c'est assez rare dans cette famille de pensée. Donc, il nous faudrait un woke parlable. Ça serait très bien. J'ai pas envie à Radio-Canada, il y a déjà des tables où il y a 8 woke pour 7 places. Puis de temps en temps, on invite le token conservateur pour dire, on a notre quota d'invités qui pensent différemment. On jouerait autrement. Mais moi, il y a quelque chose qui me frustre ces temps-ci, là. C'est que souvent, là, t'entends souvent à Radio-Canada, entre autres, là, pas seulement à viser eux autres, mais tu sais, où si t'as 4 personnes qui ont exactement la même vision des choses, OK? 4 personnes à gauche, 4 woke, etc. Mais quand tu veux faire un débat, quand tu veux, mettons, quelqu'un plus conservateur, plus à droite s'exprime, il faut nécessairement qu'il soit avec quelqu'un qui est à gauche. Tu comprends? Quelqu'un à gauche n'a pas besoin d'être avec quelqu'un à droite pour s'exprimer. Mais quand on met quelqu'un de droite, il faut qu'il y ait l'équivalent de gauche pour qu'il puisse s'exprimer. Pourquoi? Et moi, je suis rendu en disant, regarde, ils sont partout, les gens de gauche. Les woke, ils sont partout. Je leur donnerai pas la parole. Ils l'ont déjà. Moi, je fais un show qui est vraiment, là, franchement conservateur. Puis regarde, je ne m'en gêne pas. Non, mais tu as tout à fait raison. Je suis absolument d'accord. Ça, j'ai souvent dit que les progressistes s'invitent entre eux, puis nous, on s'est obligés de les inviter pour se légitimer même quelquefois. Mais moi, en avoir un, ça me dérange pas, disons ça comme ça. Mais tu as absolument raison sur le fond des choses. Arad Khan, quand il invite un méchant, ils sont obligés de l'équilibrer avec 3 gentils, alors quand ils sont entre eux, dans leur univers mental, c'est des progressistes interchangeables. Et puis, à l'intérieur du dogme, ils ont leurs nuances. Je pense qu'ils placent pas la virgule à la même phrase à l'intérieur du catéchisme, mais sur le fond des choses, ils pensent à peu près la même chose. Mais ça, tu as tout à fait raison. Je fais la même observation et ça me rend fou chaque fois. Et en terminant, écoute, le mythe là, qui veut que en France, les gens peuvent s'obstiner puis s'arracher les cheveux en ondes, puis après ça, on prend un pot ensemble. Toi, est-ce que tu le vis là, concrètement?
Ah oui, il est vrai. Moi, j'ai le privilège d'être sur une émission. J'ai ma propre émission, puis ensuite j'ai l'autre face à l'info où on est sur le mode justement d'une bande qui s'entend bien. Et ça, c'est formidable. Il y a d'autres émissions auxquelles j'ai participé avec au fil du temps où on était beaucoup plus en désaccord. Puis pour vrai, il y a des amitiés qui se sont nouées à l'extérieur du plateau avec des gens avec qui j'étais en désaccord profond. Parce que je t'ai déjà entendu, excuse-moi, à réplique, l'émission à France Culture avec Alain Finkielkraut te pogner vraiment solide avec quelqu'un sur le multiculturalisme, je crois. Ouais. Est-ce que tu es allé prendre un verre après parce que ça avait l'air, la chicane avait l'air vraiment pognée, là? Pas cette fois-là. mais c'est déjà arrivé. Mais ça, c'est le plaisir de l'échange. Je recevais. En fait, je te dirais, il y a quelquefois, c'est une question d'affinité. Et heureusement, les gens ne sont pas que leurs idées. Les gens ne sont pas que leurs doctrines. Et il est possible, quelquefois, de nouer des relations avec des gens qui font pas les mêmes prières que nous. C'est quand même pas mal. À tout le monde, on va espérer que c'est encore possible. Il me semble que c'était plus possible avant. C'était plus facile avant. Mais oui, parce que c'est ça, c'est la culture, c'est le tempérament, ça. Quand la culture est présente, c'est-à-dire, t'es de gauche, je suis de droite, t'es de droite, je suis de gauche, qu'importe, on a quand même des références en commun littéraires, philosophiques, historiques, cinématographiques. Quand on a seulement en objet de discussion de l'idéologie, il n'y a plus d'espace possible de rigolade, il n'est plus possible de parler au-delà de ce qui nous divise. La culture était capable de féconder des amitiés profondes au-delà des désaccords idéologiques. Mais quand on n'a plus qu'une idéologie entre nous, on n'a plus rien entre nous. Ben oui, regarde, Sartre et Camus, ils étaient ben chum, puis quand la politique est arrivée, pouf, ça a eu raison de leur amitié. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Vidéotron a une offre à tomber à terre. Les appareils TCL 20S et TCL 20 Pro 5G vous sont offerts à partir de seulement 8$ par mois, avec certains forfaits de 24 mois. 8$ par mois. Profitez-en avant que l'offre parte au vent. Des conditions s'appliquent. Vidéotron. Nous avons dû tout mettre sur pause. Et toutes mes pensées se sont alors tournées vers ce moment où nous pourrions enfin nous remettre en mouvement. Faites votre retour via Rail. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors, Mathieu, tu veux nous parler, bien sûr, du phénomène Éric Zemmour. Premièrement, est-ce qu'il a annoncé officiellement qu'il se lançait au présidentiel? Non, il n'a toujours pas fait son annonce officielle, mais s'il ne l'annonçait pas dans les circonstances, ce serait le plus grand flop de l'histoire humaine. C'est-à-dire, on est devant une candidature qui, lorsqu'elle était objet de spéculation il y a quelques semaines encore, plusieurs lui disaient, il y aura 3%, 5%, 6%, c'est une candidature de témoignage. Soit dit en passant, je ne partageais pas cette analyse, mais qu'importe. Et là, il est rendu aujourd'hui dans les sondages autour de 15, de 17. On l'annonce au deuxième tour avec Emmanuel Macron. Alors là, évidemment, il y a beaucoup de temps avant la présidentielle, mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est une candidature qui, à mon avis, ne s'envole pas de manière artificielle, simplement grâce à une forme de bouffée d'hélium médiatique. C'est une candidature qui, quoi qu'on en pense, avec les excès qu'on peut lui reprocher, puis les phrases de trop qu'il a lancées, si elle perce, c'est parce qu'elle s'accroche à la grande angoisse existentielle trop longtemps tue ou trop longtemps refoulée ou trop longtemps diabolisée en France. C'est celle de l'existence même du peuple français. C'est le fait que, en dernière instance, est-ce que le peuple français qui a traversé des siècles, et ainsi de suite, va encore être demain la référence centrale qui définit ce pays qu'est la France, ou est-ce qu'on assiste, à cause de l'immigration massive, qui est le grand thème de la campagne de Zemmour, à une forme de minorisation progressive des Français historiques en leur propre pays. Et Zemmour porte cette candidature-là, et je dirais que c'est une candidature de conviction. Donc ça comme ça, alors qu'il y a d'autres candidatures dans le paysage, des candidatures de positionnement. On voit des gens qui fuyaient la question de l'immigration depuis des années, cherchaient à se la réapproprier aujourd'hui, la droite républicaine notamment. On voit au même moment, c'est particulier, alors que le pays tend à se polariser, tend à devenir de plus en plus marqué par des divisions profondes que les gens veulent assumer manifestement. On a Marine Le Pen qui cherche à se présenter comme la candidate du rassemblement, la candidate de la tranquillité, la candidate de la France apaisée. Donc c'est comme si personne ne joue son rôle. Mais d'un côté, donc, il y a Emmanuel Macron qui représente un courant électoral, une sociologie, une certaine vision du monde. Et là, ce que l'on voit, c'est que c'est un deuxième tour qui s'annonce intéressant parce qu'il
sera un tour de clarification entre deux idées de la France, entre deux idées du pays. Et de ce point de vue, je pense que la politique française sera la plus intéressante dans le monde occidental pour les 6 prochains mois. Tu parlais de Marine Le Pen. Tu sais ce qu'on disait de Marine Le Pen. Elle pose de bonnes questions, mais elle apporte de mauvaises réponses. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose de la part de Éric Zemmour? C'est-à-dire le diagnostic qu'il pose sur la France est bon, mais les solutions qu'il propose ne le sont pas. En fait, on disait ça, permets-moi de clarifier pas de clarifier, mais amender ton propos, on disait ça surtout du père, en fait. C'est-à-dire, on disait, le Front National, du temps du vieux Jean-Marie Le Pen, pose des bonnes questions, mais apporte des mauvaises réponses. Ça, c'était une formule qui était utilisée souvent. Je pense que c'est Laurent Fabius, si je ne me trompe pas, qui l'avait utilisée. Je dirais que Marine Le Pen ne pose même pas les bonnes questions. C'est un peu son problème. C'est-à-dire qu'elle a tellement voulu se crédibiliser, se dédiaboliser, se normaliser, qu'en dernière instance, elle construit une candidature qui, du point de vue des Français qui ont une angoisse identitaire, c'est une candidature un peu fade. Pour ce qui est de Zemmour, je dirais, bonnes questions, mauvaises réponses, les réponses tardent. Hein. C'est-à-dire qu'on comprend, c'est quoi l'idée. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore candidat. Cela dit, je pense que bien poser les questions, c'est déjà un bon élément pour construire des réponses adéquates souvent. Quand vous considérez que la question de l'immigration massive n'est pas une question, quand vous considérez que la question du racisme anti-blanc n'est pas une question, quand vous considérez que la question de l'insécurité n'est pas une question, ça commence à... Comment voulez-vous avoir la réponse ensuite? Alors là, pour ce qui est de Zemmour, on voit qu'il y a 2 types de réponses qu'il doit donner. Sur la question de fond, la question de l'immigration, qu'est-ce qu'il propose? C'est pas clair, hein, parce que autant le diagnostic, c'est particulier. Zemmour fait depuis des années le diagnostic de l'échec de la machine à assimiler en France. Là, il revient à une position très assimilationniste, mais il nous a expliqué pendant des années que l'assimilation fonctionnait plus. Donc, comment la faire fonctionner? C'est une première question. Ensuite, donc, comment être capable de véritablement remaîtriser le phénomène migratoire pour vrai? Sur les questions sociales et économiques ordinaires, gérer un État, on notera que Zemmour n'a pas, pour l'instant, décidé d'avoir des positions très, on pourrait dire, mainstream. C'est-à-dire que c'est globalement les positions de la droite, de gouvernement, la droite habituelle de gouvernement, un peu libérale et ainsi de suite. Dans cette idée, je crois que en politique, il y a un homme politique peut aller à un domaine où il est plus radical, mais s'il est radical dans tous les domaines, il a l'air de l'exciter. Donc, pour crédibiliser sa position sur l'immigration, dans son esprit, il se croit obligé, à tort ou à raison, ça lui appartient, d'avoir des positions assez mainstream sur le reste, notamment pour gagner l'appui d'une partie de la bourgeoisie qui redoute les aventures économiques, mais qui peut partager aussi cette angoisse identitaire. Écoute, j'avais quelqu'un cette semaine, je ne me souviens plus qui, j'ai un blanc de mémoire malheureusement, mais qui me parlait d'Éric Zemmour en disant oui, le candidat d'extrême droite. T'en penses quoi lorsqu'on le qualifie comme ça? Non, je trouve que c'est bête. Déjà, d'abord et avant tout, je trouve que le vocabulaire de classer les gens à l'extrême droite, je trouve que c'est un vocabulaire de gauche, pardonne la formule. C'est-à-dire, le mot extrême droite ne sert pas à qualifier une position. Il sert à disqualifier une personne. Il ne sert pas à identifier un courant de pensée. Il sert à marquer au fer rouge de l'infréquentabilité celui qui portera cette étiquette. J'ajoute, si on veut à tout prix jouer à ces catégories-là, que Jean-Yves Camus, c'est probablement un des meilleurs experts sur ces questions-là, droite, extrême droite en France. C'est un homme de gauche, soit dit en passant, s'il faut à tout prix donner l'identité, le pédigree de chacun. Et Camus, je crois que c'était à Quotidien, si je ne me trompe pas, disait Zemmour, pour peu qu'on connaisse son parcours, son histoire, c'est un homme qui vient de la droite classique. Il vient de la tendance RPR, le Rassemblement pour la République, les gaullistes. Alors, on le classe aujourd'hui à l'extrême droite, à gauche, on le classe ainsi, hein, parce que c'est pas comme ça dans tous les journaux. Mais la gauche, pourquoi elle fait ça? Pour l'infréquentabiliser, pour le transformer en infréquentable. Parce qu'on sait que quand quelqu'un est de l'extrême droite, on n'a plus à discuter de ses idées, on n'a plus à discuter de son programme, on n'a plus à discuter de son constat, de ses analyses. Il suffit de dire extrême droite, extrême droite, extrême droite, pour qu'on dise, ah ben on parle pas avec ça. Et je pense que ce que Zemmour fait en ce moment, c'est qu'il fait éclater le système en refusant de se plier aux logiques de diabolisation. Ça veut pas dire qu'il y aurait de diabolisation, pardon. Ça veut pas dire qu'il y a raison sur tout, hein. Ça veut pas dire qu'il faut pas remettre en question plusieurs de ses constats, plusieurs de ses analyses, qu'il faut pas critiquer ses propos. C'est simplement que le système idéologique et médiatique qui consiste à hurler extrême droite sur la tête de quelqu'un pour être certain de le transformer en monstre, eh bien, ce système-là
fonctionne moins. Je lisais un texte d'analyse très intéressant sur Éric Zemmour qui disait ce gars-là aime la France, mais on sait, il aime la France passionnément et on dirait que toute critique de la France, il prend mal ça. T'es pas un bon patriote, t'es pas un bon Français. Et là, il va jusqu'à dire que Pétain a protégé les Juifs de France pendant l'occupation nazie. En fait, il aurait donné aux nazis, parce qu'on sait qu'il y a eu des rafles, hein, il aurait donné aux nazis des Juifs étrangers, mais il aurait protégé les Juifs de France. Ça passe mal dans certains milieux, c'est un peu sulfureux, c'est très controversé. Et là, il y a des gens qui disent, bon, on a le droit de critiquer le pétainisme et Pétain, puis on n'est pas des mauvais Français pour autant, puis des mauvais patriotes. Ben, évidemment, Pétain, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Disons ça d'une image simple. En ces matières, moi, je suis d'un gaullisme militant, d'un gaullisme incandescent. Il n'y a pas d'ambiguïté pour moi dans cet esprit. Donc, on peut, c'est un bon exemple, c'est-à-dire on peut considérer que sur sa lecture qu'il fait, parce que dans les faits, Zemmour, là, je veux pas donner un cours d'histoire, mais revient à la thèse de Robert Aron. Robert Aron, pas Raymond Aron, là, mais Robert Aron, l'historien de l'occupation et de la collaboration et de l'épuration, qui disait en gros que bon, c'est la thèse qu'il défend, en gros. Puis il reprend aussi la thèse du colonel Rémy, qui disait c'est la thèse du glaive et du bouclier. Donc en gros, la France offensive était à Londres et la France, Pétain faisait ce qu'il pouvait avec les moyens qui étaient les siens et qui par ailleurs a eu des politiques odieuses, mais dans ces politiques odieuses, il a évité que des politiques encore plus odieuses aient lieu. Ça, c'est la thèse que Zemmour défend. Bien franchement, c'est pas ma tasse de thé. En ces matières-là, je suis très gaulliste à l'ancienne, mais ce que je pense, c'est que la campagne ne se fera pas sur ces questions-là. On va chercher à le caricaturer. Lui-même, soit dit en passant, on l'a reçu au grand rendez-vous il y a 2 ou 3 semaines, moi Sonia Mabrouk et Nicolas Barré, et puis lui-même a rappelé, il dit évidemment que je suis pour le gaullisme, évidemment que Pétain n'est pas mon homme de référence. Il prend la peine de dire que lui qui est juif, ben, il n'y aurait pas eu un sort très joyeux, soit dit en passant, sous Vichy. Donc, il ne défend pas Vichy. Ensuite, les nuances qu'il fait me semblent exagérées. Et puis, pour le dire ainsi, je pense qu'il ne cède pas lorsqu'il va sur ce terrain. Et la question pour Zemmour, dans les circonstances, c'est de se définir non plus par des relectures historiques, mais par ses positions politiques. C'est-à-dire, on ne va pas voter pour un homme en fonction de ce qu'il dit sur sa lecture des événements entre 39 et 45. Une fois que c'est dit, Alain Finkielkraut, que j'ai reçu à mon émission et qui a commenté, mon Dieu, excuse-moi de te donner des noms comme ça, qui a commenté la position de Zemmour sur ça, a été assez sévère. Mais sur cette question-là, Zemmour se trompe fondamentalement. Donc, on voit que c'est très complexe, le paysage politique. OK, mais tu dis, il va falloir juger Zemmour pour ses positions politiques parce que c'est Zemmour politicien, mais il reste qu'il a écrit ça. Reste qu'il y a quand même, tu sais, on peut pas mettre ça de côté, là, puis il y a d'autres prises de position sur l'histoire de France aussi, tout ça. Je comprends qu'il va maintenant devoir mettre de l'eau dans son vin parce qu'il veut élargir sa base et tout ça, mais reste que c'est aussi Éric Zemmour, là. Ah, mais t'as pas à me convaincre. Ce que je dis, c'est que de son point de vue, je dis pas ce qu'il doit faire ou non, de mon point de vue, ça, on s'en fiche un peu, mais de son point de vue, il a intérêt à se définir par son programme plutôt que par sa relecture de l'histoire. C'est-à-dire, les gens, quand ils parlent de Zemmour, ils doivent dire c'est quoi son diagnostic sur la France d'aujourd'hui et que propose-t-il pour la France de demain. Ça doit pas être qu'est-ce qu'il disait exactement sur la Deuxième Guerre, puis sur Napoléon, puis sur les croisades, puis sur Pétain. Alors, si Zemmour se laisse piéger dans ses réflexions sur, finalement, c'est Zemmour historien plutôt que Zemmour politique, je pense que ça le met dans une position très fragile dans la campagne. S'il réussit à se définir par sa lecture de la France d'aujourd'hui, là, ça lui dégage, non pas un boulevard, mais à tout le moins un espace politique. Mais je suis évidemment d'accord avec toi que sur ces questions-là ne sont pas celles qui l'avantagent, et plusieurs de ses amis lui ont dit à plusieurs reprises que ce n'était pas le terrain qui servait le mieux ses propres idées, la cause qu'il veut servir aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que c'est une candidature un peu explosive, inattendue, qui dynamite le paysage politique français, qui tend à ringardiser la droite, l'édite des Républicains, qui ringardise Marine Le Pen, mais au même moment, plus la candidature Zemmour est prise au sérieux, plus des gens se disent comme toi, comme bien d'autres, bon, mais qu'est-ce que je suis prêt à accepter de lui et qu'est-ce que je suis prêt à rejeter, qu'est-ce que je veux rejeter dans ce grand tri? Est-ce que ce que je rejette est plus important que ce que j'accepte? Jusqu'où je suis prêt à le suivre? Dans quelle mesure je veux m'opposer à lui?
c'est une candidature intéressante parce que c'est une candidature de réalignement et qui restructure la vie politique. Et ensuite, chacun fait bien ce qu'il veut, mais c'est intéressant de penser cette candidature-là au-delà des slogans des uns et des autres. Et en terminant, les sondages le donnent quoi? Est-ce qu'il l'envoie au deuxième tour déjà contre Macron? Oui. Ouais, en ce moment, on est dans des sondages qui le placent au deuxième tour. Ils viennent dépasser Marine dans les sondages. Ils dépassent aussi Bertrand, Pécresse, et ainsi de suite. Et là, on est dans du 55-45, si je me trompe pas. 55 Macron, 45 Zemmour au deuxième tour. Mais vu la rapidité de la course, vu l'importance prise sur le thème de l'immigration, de l'identité, franchement, ça reste. Je crois que ça va se préciser assez. Ça risque de. Il y a un grand clash qui s'en vient autour de ça. Là, ensuite, je ne suis ni prophète, ni devin, ni quoi que ce soit, mais je dis qu'il faut, dans les temps à venir, plutôt que de s'indigner des uns et des autres, ça va être intéressant de comprendre ce qui se passe en France. En tout cas, il remet le sujet identitaire au centre même de cette campagne, de cette élection-là, et c'est certain que Macron va devoir montrer des griffes. Et en terminant, c'est très drôle de voir Marine Le Pen, tout son programme économique, c'est de gauche, là. Économiquement, c'est une femme de gauche, Le Pen, là. Ça fait longtemps, mais oui. Son programme économique est un programme assez collectiviste, et ainsi de suite, presque socialisant à certains égards, nationaliser les autoroutes, et ainsi de suite. Bon, cela dit, c'est pour ça que ça fait partie du réalignement. Qui va décider de poursuivre avec Marine Le Pen là-dedans? Donc, le programme de Zemmour sur l'économie va être droite libérale. Elle s'est voulue quelquefois proche de la France insoumise. Donc, le système politique français se redéploie complètement. Les étiquettes qu'on utilisait jusqu'à présent semblent usées et vieillies. Reste à voir ce que ça va donner dans quelques semaines et dans quelques mois. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un moment qui intellectuellement est stimulant. Écoute, en terminant rapidement, toi, tu pourrais-tu avoir ta citoyenneté à un moment donné, si tu travailles là, si tu restes là et tout ça? J'en ai aucune idée, mais ça fait pas partie du programme. Okay. La seule citoyenneté que je n'ai pas et que je veux, c'est la citoyenneté québécoise. Pour le reste, la France est un pays ami que j'aime profondément, c'est la famille, mais la maison, c'est Montréal et c'est le Québec. OK, merci beaucoup, Mathieu. Change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée, maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. C'est pas à elle de changer, c'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec. C'est merveilleux. On bouge à nouveau, on se rencontre à nouveau, on découvre du pays à nouveau, on se retrouve dans le trafic à nouveau. Attends, quoi? Ne laissez rien vous arrêter. Faites votre retour avec Via Rail. Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Alors Mathieu, François Legault est en train de préparer le Québec. Comment il va gérer le Québec après la pandémie? Parce qu'il le dit en entrevue, moi je suis pas venu ici, là. Je me suis pas présenté pour être premier ministre du Québec pour gérer une pandémie. Je suis venu ici pour d'autres choses. Donc, tu veux nous parler de ça, le prochain mandat de François Legault? Oui, parce que François Legault, donc là, on voit les projections électorales, il pourrait se retrouver avec 100 sièges, donc c'est quand même pas mal. Autrement dit, au-delà des comtés protégés du West Island, du Island, hein, finalement des Two Islands que sont Montréal et Laval, qui appartiennent aux libéraux, sur le fond des choses, tout le Québec francophone, ou à tout le moins très majoritairement, va se rallier à la CAQ. Bon. Ça va être un mandat qui, d'apparence, va être un mandat écrasant, c'est-à-dire on aura rarement vu une telle majorité dans le Québec moderne. Je pense que la dernière fois, c'était à peu près aussi équivalent. C'était dans un autre environnement politique, c'était avec les libéraux en 89, si je ne me trompe pas. Là, ce qu'on va voir, c'est une majorité très forte. Mais que François Legault va-t-il vouloir faire de ça? Parce que ce qui va être vu paradoxalement comme une démonstration de force incroyable du nationalisme et des francophones qui se rallient autour d'une bannière, il se peut que ce soit aussi le dernier spasme du nationalisme québécois. Parce que ensuite, l'accélération de la mutation démographique va aller très rapidement et on va arriver à ce moment où le rapport de force politique va progressivement se retourner
se retourner contre la majorité francophone. On l'a vu à Montréal, on l'a vu à Laval, on le voit désormais sur les deux rives. Les comtés francophones, les comtés nationalistes se fragilisent. Donc François Legault doit se poser la question, qu'est-ce qu'il veut faire de l'immense pouvoir qu'il aura? Je pense que la question qu'il doit se poser, au-delà du fait qu'il veut bien gérer l'économie, bien au-delà du fait qu'il veut tout ce qu'on sait de lui, là, c'est-à-dire son pragmatisme, son esprit d'économie, son esprit d'entreprise, il devrait se dire, j'aimerais qu'il se dise qu'il veut faire l'indépendance du Québec parce que c'est notre dernière chance, mais bon, laissons ça de côté pour l'instant. Il doit se dire que sa mission, c'est de s'assurer que le Québec demeure fondamentalement l'expression politique du peuple québécois. Que le Québec demeure le Québec, finalement. Que le Québec ne devienne pas une deuxième Acadie. Que le Québec ne bascule pas dans un moment où, à cause de la mutation démographique, eh bien, finalement, les francophones seraient de plus en plus minoritaires politiquement, qu'ils accepteraient de n'être que la plus grosse communauté au Québec, qui perdraient leur rapport de force pour la laïcité, qui perdraient leur rapport de force pour la langue française. Donc, François Legault, je crois, doit se donner une mission, fondamentalement. C'est que ce prochain mandat doit être non pas celui du dernier spasme, mais d'une véritable renaissance du nationalisme québécois, un nationalisme plus conquérant, contre-offensif. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on l'a vu tenir tête depuis, on en parlait il y a quelques jours, depuis 2 ans environ, à l'offensive sur le racisme systémique. Mais ce qu'on voit, c'est que ça suffit pas. Ça ne suffit pas la défense en dernière instance. On recule toujours quand on est en défense permanente. Donc, il doit être sur le mode offensif. Puis qu'est-ce que ça veut dire, le mode offensif? Ça veut dire que sa loi 96 est insuffisante. Il faut le dire, pour le français, c'est terriblement insuffisant. Et tous ceux qui prennent au sérieux la question de la langue française savent que c'est pas assez. Donc, il va devoir aller beaucoup plus loin. Sur l'immigration, il va falloir baisser vraiment les seuils. On n'est pas capable d'accueillir autant. C'est factuel. Il va falloir l'ajuster. Sur la question des pouvoirs réclamés à Ottawa, il va falloir s'assurer de réclamer de vrais pouvoirs. Et si on les a pas, d'agir en conséquence. C'est-à-dire, soit on décide d'agir de manière unilatérale, soit on décide de faire un référendum pour reconquérir les pouvoirs que l'on juge nécessaires. Et pourtant, j'espère qu'une part de moi espère que François Legault, de son prochain mandat, lui qui a une autorité inégalée dans l'histoire récente du Québec. Là, on est devant un premier ministre qui a un pouvoir immense, qui est capable de rassembler les francophones, qui incarne le nationalisme québécois dans ses différentes tendances. Au fond de lui-même, je suis convaincu que François Legault sait que l'avenir du peuple québécois dans le Canada, c'est un avenir de décroissance, de régression et de disparition. Bon, alors là, la question, c'est de croire qu'il va se poser justement, qu'il va se dire, c'est la dernière chance et mon capital politique, je ne vais pas le gaspiller dans la gestion provinciale. Il faut y aller vers l'indépendance. OK, ça, c'est la grande question. Est-ce qu'il va te choquer? OK, pour prendre un anglicisme, là, est-ce qu'il va te choquer, c'est-à-dire montrer, là, tu rouler des mécaniques et tout ça, puis là, quand arrive le moment où tu dois prendre une décision, est-ce qu'il va prendre son trou comme Robert Bourassa au lendemain de Mitch? Écoute, plus je réfléchis à ça, plus je me dis qu'il est peut-être plus Robert Bourassa qu'on pense, François Legault. Ben, je sais pas. Moi, bon, c'est vrai, il y a une chanson de Jean-Pierre Ferland qui décrit bien les Québécois, hein. Les baguettes en l'air, mais après tout, on est pissous. Bon. Mais j'ai l'impression que François Legault porte en lui, et c'est peut-être un pari où je confonds mon analyse et mes espérances. Il y a une certitude profonde, je crois, chez François Legault, c'est que les Québécois devraient se gouverner par eux-mêmes. Ensuite, il y a aussi une autre certitude embêtante, c'est qu'il pense que les Québécois ont dit non à ça. Est-ce qu'il se rend compte du pouvoir immense qu'il tient aujourd'hui, du fait qu'il pourrait changer le cours de l'histoire? Que cet homme pourrait, aujourd'hui, s'il le veut, changer le cours de l'histoire pour des Québécois, pour les francophones, pour la langue française, qu'il peut devenir, finalement, le premier ministre historique qui peut nous faire basculer dans la meilleure partie de notre histoire, finalement. Il en a le pouvoir. En a-t-il conscience de cela, ou est-ce qu'il est encore pénétré de l'idée que les Québécois ont dit non, c'est fini, il faut penser à autre chose? Parce qu'on le sait, la laïcité va être cassée dans les prochaines années. On le sait, la chute linguistique va s'accélérer. On le sait, le Canada est de plus en plus intolérant à l'endroit du Québec. On le sait, tout ça. Est-ce que François Legault est capable de dire, ce mandat-là, il ne peut pas le faire comme un péquiste traditionnel, mais est-ce qu'il est capable de se dire, les circonstances m'amènent à réviser mon jugement des dernières années? On est obligé, si on veut que le Québec demeure le Québec, on est obligé de faire le pas que je pensais qu'il était plus nécessaire. Mais peut-être qu'il l'est finalement. Puis je suis capable, moi, François Legault, parce que je suis dans cette position d'autorité, d'amener des gens qui autrement auraient dit non à l'indépendance. Moi, François Legault, je suis capable d'amener Christian Dubé. Moi, François Legault, je suis capable d'amener Éric Girard. Moi, François Legault, je suis capable d'amener tous ces gens qui auraient dit non aux péquistes. Mais si c'est François Legault qui leur dit, est-ce que vous me suivez là-dedans? Est-ce que vous me suivez? J'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui auraient dit non
ou au nationalisme péquiste traditionnel qui pourrait dire oui à François Legault si c'était seulement le grand moment d'un grand élan national. Parce qu'en plus, il y a toujours eu cette peur que la souveraineté, ce soit un projet confisqué par la gauche économiquement. Avec François Legault, manifestement, il y aurait une ouverture aux gens d'affaires, il y a le souci du développement économique et tout ça. Est-ce qu'il est conscient qu'il pourrait faire ça? Moi, c'est une question qui me hante, je pense, la plus importante. Est-ce que tu penses que le moment de vérité va arriver lors de son deuxième mandat? Oui, parce que la question de la laïcité va se poser, puis on va voir que le fédéral va nous dire non encore une fois, en fait que le Canada, le régime canadien va nous dire non encore une fois. Puis même s'il n'y avait pas le non à la laïcité, la vérité, c'est que François Legault, là, s'il regarde au fond de lui-même, là, il se dit le Québec dans 50 ans, là, est-ce que c'est encore le Québec? Ou est-ce que c'est finalement une province bilingue, c'est-à-dire une province anglicisée, où finalement le fait français est de plus en plus repoussé, refoulé dans les régions, où dans les faits, ce sont les Québécois francophones qui s'intègrent et qui s'assimilent aux immigrants qui, eux, sont devenus des Canadiens parce que le rapport de force est là, et que l'inversion de l'assimilation, l'inversion d'intégration est telle que finalement on va disparaître. Il l'a déjà dit, hein. Il se demandait est-ce que nos petits-enfants vont parler français. La formule semblait maladroite, mais elle était vraie. Mais là, on a vu ce qui s'est passé à Calgary, là. Tu as vu ça, toi? L'élection municipale. C'est fou raide. Bon, alors, je vais l'expliquer, l'élection municipale à Calgary, on envoie un guide aux électeurs en 10 langues, sauf le français. Et en anglais, 10 autres langues. Le français n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Moi, c'est ça qui me frappe. On a besoin de savoir quoi de plus. Puis à la rigueur, que le Canada fonctionne par le français, on le savait, hein, c'est pas de nouvelles. Mais c'est tellement décomplexé et assumé maintenant. Ils ont décidé de trancher la question. Ils se sont séparés mentalement de nous, tout en nous soumettant dans leur esprit. Nous ne sommes plus une question importante. Et quand on a un sursaut, un spasme, eh ben ils nous sortent le coup du débat en anglais où ils les traitent de racistes à la trompette. Bon. Et là même, Mathieu, on va plus loin que ça, là. Les minorités francophones ont peur de faire les frais de la chicane sur la loi 96, c'est-à-dire qu'il y aurait des provinces au Canada qui diraient « Ah, c'est comme ça vous traitez votre minorité anglophone? Ben, checkez-nous bien, votre minorité francophone aussi, on va se foutre de leurs droits. » Et là, on prendrait ces gens-là presque comme otages, là. Mais c'est ce qu'ils ont toujours fait. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Qu'est-ce qu'on nous a dit en 80-95? On nous a dit, si vous faites l'indépendance, vous abandonnez les francophones dans le reste du Canada. Autrement dit, si vous faites l'indépendance, les Anglais auront enfin l'occasion, le Canada anglais aura l'occasion enfin de persécuter ses francophones. L'argument de la prise d'otage, il est vieux comme le Canada en quelque sorte. Mais là, on est dans un moment où, dans les faits, il faut se le dire, le fait français à l'extérieur du Québec est condamné à une existence folklorique, groupusculaire, résiduelle. C'est comme ça, je le dis avec tristesse, hein. Mais il faut arrêter de se faire. C'est pas à Calgary, puis c'est pas à Toronto, puis c'est pas à Moose Jaw, puis c'est même pas au Nouveau-Brunswick que joue l'avenir du français en Amérique du Nord. C'est au Québec seulement. Et c'est si on décide de se constituer pleinement en état indépendant, ben le français va rayonner. Sinon, nous allons gérer sur notre propre territoire son déclin, sa régression, puis pire que tout, Richard, on va voir ça de notre vivant. C'est-à-dire que l'assimilation qu'on a longtemps redoutée, c'est pas quelque chose qui va se passer dans 3 générations et demie. C'est qu'on va voir de notre vivant. C'est déjà enclenché, en fait, c'est ça la vérité. Une forme de dépossession. On va devenir étranger en notre métropole. C'est fascinant, on va devenir étranger dans notre métropole. Puis à Laval, on va être étranger. Et puis finalement, on va devenir étranger chez soi, sauf si on va décider de se refouler de plus en plus loin à Saint-Hyacinthe, au Lac-Singe, en Gaspésie, à Joliette. Je sais pas trop, on voit, là, mais sur le fond des choses, on va être condamné à la folklorisation chez nous. En tout cas, il a déjà utilisé la formule de Robert Bourassa, là, nous sommes libres, le Québec est une nation qui est libre de son destin, blablabla. J'espère qu'il n'arrivera pas à la même conclusion que Robert Bourassa. Ben, j'espère. Je pense, mais ça, j'espère que François Legault sait au fond de lui-même. Je suis convaincu qu'il sait au fond de lui-même ce qu'il doit faire. La question est de savoir s'il croit que c'est encore possible. La question est de savoir si ensuite, si on se fait des idées. Mais tu le sais, François Legault accompagne le peuple québécois. Il va pas aller plus loin que s'il sent que le peuple québécois est pas prêt à faire ça, il le fera pas. C'est pas un leader. Il accompagne le peuple québécois. Il va pas plus vite que lui. Il y a des moments où le leader qui accompagne peut décider de dire, à quoi ça sert de prendre tout ce pouvoir, là? Il va y avoir 100 députés, là. Mettons que ça va mal s'il y en a 90 seulement, là. Tout ce pouvoir, pourquoi, finalement? Pour gérer tranquillement notre déclin ou pour décider de forcer le cours de l'histoire?
C'est quand même ça la question qu'il va devoir Non, poser. c'est la question à 100 000 $. Et écoute, on t'écoute bien sûr ce week-end. Ceux qui peuvent capter CNews, de toute façon, tu vas pouvoir le mettre sur les médias sociaux. Tu reçois Marion Maréchal Le Pen. Ça risque d'être assez croustillant à ton émission demain. Merci. Bon débat avec Madame Le Pen, la nièce, et on se reparle mardi. Bon week-end de 3 jours. À mardi. Salut. Bye bye.